Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, vous qui nous rejoignez par l'antenne de KTO, ici dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins, pour une nouvelle édition des mardis du même nom. Alors pour les plus fidèles d'entre vous, et Dieu sait qu'il en est de nombreux, je vous précise que le débat de ce soir s'inscrit dans un ensemble de débats que nous avons menés cette année sur le thème du rapport entre propriété et pouvoir dans l'entreprise. Et ce soir en particulier, eh bien, il sera question du profit. Le profit est-il le moteur de l'entreprise? Cette question abrupte révèle sans doute le malaise qui règne aujourd'hui au cœur de notre économie. Un malaise, au fond, entre des actionnaires souvent réputés en quête de profit immédiat et parfois déconnectés de ce fait du projet collectif de l'entreprise, et de l'autre des salariés, je dirais, désabusés parce que victimes d'une financiarisation à outrance de l'économie et qui se sentent de ce fait dépossédés du fruit de leur travail. Puis il faudrait ajouter troisièmement, c'est-à-dire les dirigeants au milieu dont on se demande parfois qui ils servent réellement et comment peuvent-ils faire la synthèse entre des aspirations si inconciliables. Voilà pour le tableau. 52 minutes pour en parler, c'est manifestement trop court, on peut le dire en commençant. C'est pourquoi, en m'adressant à nos invités, je dirais que nous cherchons tous, téléspectateurs et les gens qui sont ici ce soir, des raisons d'espérer de notre système économique. Au fond, nous voulons croire qu'à l'émergence d'une économie durable qui ne brûle pas la valeur travail et les ressources de la planète au profit d'actionnaires rentiers. En tout cas, merci à chacun d'entre vous d'être là pour participer à ce débat. Alors, Augustin de Romanet, pour commencer. Augustin de Romanet, vous êtes énarque, vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels. Je citerai notamment celui de Jean-Louis Borloo, dont vous avez été le directeur de cabinet. Vous avez été le directeur de cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, et puis secrétaire général adjoint de l'Élysée. Rejoignant le secteur privé, vous êtes passé par le Crédit Agricole, dont vous avez été un des responsables, avant d'être nommé en 2006 directeur général du prestigieux investisseur public, la Caisse des dépôts et consignations. À vos côtés, Frédéric Lemoine. Alors, Frédéric Lemoine, votre formation initiale était annonciatrice de cette carrière que vous menez, qui alterne le service de l'État et celui du secteur privé, puisque vous êtes un HEC énarque sorti dans l'inspection des finances. Vous avez, vous aussi, exercé dans différents cabinets ministériels. Vous êtes, vous aussi, devenu secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et puis, depuis, vous avez rejoint le secteur privé en étant président du directoire de Wendel. Wendel, qui est ce groupe dont 34% du capital est encore détenu par les héritiers du groupe familial sidérurgique du même nom et bien connu. Enfin, à vos côtés, Olivier Favreau. Bonsoir. Olivier Favreau, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques à l'Université Paris X Nanterre, directeur de l'école doctorale économie, organisation, société. Alors, vous êtes co-responsable du pôle de recherche ici même au Collège des Bernardins, économie, hommes et société. Et à ce titre, vous avez co-animé un excellent colloque qui s'est déroulé en avril dernier et qui s'intitulait « L'entreprise, propriété et responsabilité sociale ». Alors, on va commencer avec vous, Olivier Favreau. Moi, je voudrais vous demander pour commencer, est-ce que ça a du sens, au fond, d'évoquer la question de l'entreprise, des entreprises en général, quand on prend en compte la diversité fabuleuse de leur réalité économique et humaine? Ben non, vous savez, il y a 2 900 000 entreprises, d'après les statistiques de l'INSEE, fin de l'année 2010. Donc, vous voyez, quand on parle de l'entreprise, comme nous allons le faire ce soir, on agrège 2 900 000 entités, des plus grandes aux plus petites, dans un seul discours. Donc, effectivement, il faut faire très attention quand on parle de l'entreprise. Mais enfin, j'imagine que nous allons surtout parler de la partie la plus lourde de la distribution par taille des entreprises, c'est-à-dire les entreprises les plus nombreuses et celles qui sont cotées sur les marchés financiers. Alors justement, à propos de la question de la financiarisation, qui est en toile de fond de l'évolution économique contemporaine, là on parle plus spécifiquement des très grosses entreprises. Est-ce que ce sont elles qui sont les plus impactées par ce qu'on appelle la financiarisation? Alors la financiarisation, là je ne vais pas dire des choses originales, ou en tout cas dans un premier temps, je vais rappeler les données. C'est tout simplement l'excroissance, le développement, l'explosion du système financier. Je vous donnerai juste un seul chiffre. Le système financier américain représentait
à peu près 10% de l'ensemble des profits dans l'économie américaine en 1980. Et en 2007, juste à la veille de la crise des subprimes, le système financier américain absorbait 40% des profits, de l'ensemble des profits de l'économie américaine. Alors que 40% des profits, alors que ça ne représente que 5% de l'emploi salarié. J'ai donné des chiffres pour l'économie américaine, mais il y aurait des chiffres évidemment tout à fait similaires pour l'économie française ou les économies européennes. Cela dit, peut-être que le plus intéressant dans la financiarisation, c'est pas tant les données que les idées. Oui. C'est-à-dire c'est le poids du raisonnement financier dans la gestion des entreprises, et qu'on repère très bien à travers deux choses. Justement, une sorte d'explicitation du rôle de l'actionnaire comme étant enfin celui au profit de qui l'entreprise doit fonctionner. Ce qui s'exprime donc dans ce que les anglo-saxons appellent la shareholder value, sur le privilège, la primauté de l'actionnaire. Alors, est-ce que pour vous, observateur de ces questions-là, vous associez au concept de financiarisation uniquement des aspects négatifs ? Est-ce que c'est pour vous, j'ai lu notamment dans les travaux auxquels vous avez participé, qu'il y avait éventuellement un écueil qui irait jusqu'à la disparition de l'entreprise. Enfin, Il faut bien voir ce qui est dit à travers l'idée de primauté de l'actionnaire, qui est au fond la traduction intellectuelle du grand mouvement de financiarisation, qui affecte tous les pays, pas uniquement la France. Il y a l'idée reçue que l'actionnaire serait propriétaire de l'entreprise. Alors en fait, comme on le sait, l'entreprise n'existe pas en droit. Ce qui existe, qui a une personnalité morale, c'est la société. Mais même l'actionnaire, en réalité, ne peut pas être dit propriétaire de la société de capitaux. Il est propriétaire de ses actions, ce qui lui donne des pouvoirs, éventuellement des pouvoirs considérables, dont certains ressemblent aux prérogatives d'un propriétaire, mais ça n'en fait pas un propriétaire. Donc en fait, cette espèce de gonflement intellectuel du rôle de l'actionnaire, qui traduit bien le mouvement de financiarisation, ne correspond pas à la réalité juridique. Et comme toujours, des erreurs ou des erreurs intellectuelles, en l'occurrence des erreurs juridiques, des erreurs de jugement, produisent des effets réels. Et bien sûr que la stimulation par le système financier a eu des effets positifs, mais nous, dans notre étude, qui a rassemblé donc une trentaine de chercheurs de 7 disciplines différentes, il y avait des économistes, des gestionnaires, des philosophes, des sociologues, des politistes, on a surtout essayé de faire ressortir ce que nous avons appelé la grande déformation de l'entreprise. Le fait qu'elle fonctionne tout de même essentiellement à partir d'une impulsion financière. Ça a produit des effets réels, dont la crise est évidemment l'effet le plus manifeste, mais dont on voit aussi le résultat négatif à beaucoup d'autres niveaux. La souffrance des travailleurs dans beaucoup de cas, des phénomènes de mise en concurrence des États par les plus grandes entreprises, et puis un certain phénomène de destruction des capacités de création collective, et qui nous font penser que eh bien, les dirigeants d'entreprise ont moins gagné qu'on ne croit à la dépendance dans laquelle ils se trouvent par rapport au système financier. Alors voilà le tableau décrit par l'universitaire Frédéric Lemoine. Vous représentez le monde de la finance, vous représentez un très gros investisseur. Alors comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit là ? Est-ce que la financiarisation, au fond, c'est un gros mot pour vous ? Au contraire, c'est un quotidien et c'est un moteur pour l'économie mondiale ? Je ne représente pas le monde de la finance. Wendel est un acteur qui est au croisement de la finance et de l'industrie. Comme vous l'avez rappelé, il y a une longue histoire industrielle chez Wendel, et nous sommes très proches de la vie économique, de la vie industrielle des sociétés dans lesquelles nous sommes des actionnaires de long terme, pour 10, 15, 20, 25 ans. Cela dit, je pense qu'on est typiquement face à un mot valise. Financiarisation, c'est un mot à l'évidence à la connotation péjorative, et comme vous venez de l'indiquer, ça peut signifier
la part du PIB qui est représentée par le monde financier. De ce point de vue-là, on retrouve le basculement du PIB vers le service, les services financiers en l'occurrence, et la moindre part que représente l'industrie, évidemment l'agriculture. Ça peut représenter la manière dont raisonnent les acteurs de l'entreprise, et c'est ce qu'il est le plus intéressant de discuter, je pense. Moi, je suis frappé du fait qu'effectivement, il y a des gros mots. En France, aujourd'hui, et je dis bien en France, parce que comme vous le savez, c'est le pays qui a la vision la plus négative de l'économie de marché de tous les grands pays du monde, plusieurs études globales l'ont montré, les Français voient le mot actionnaire comme un mot négatif, le mot profit comme un mot négatif, même si ce sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain, comme on le sait. Vous avez une explication à ça ? Eh bien, écoutez, il y a des causes idéologiques, historiques profondes, mais moi, je m'insurge contre ce point. Pour fonctionner, l'économie a besoin d'actionnaires. Un actionnaire peut avoir des comportements déviants. Il ne s'agit pas de dire que tous les actionnaires sont parfaits. Il y a, comme vous le disiez, beaucoup de sortes d'entreprises, il y a beaucoup de sortes d'actionnaires. Il y a des actionnaires individuels, il y en a malheureusement de moins en moins en France aujourd'hui. On est monté jusqu'à 6 millions d'actionnaires individuels. Il y a des actionnaires professionnels, comme par exemple l'entreprise que je dirige. Il y a des actionnaires mutualistes, il y a des actionnaires anonymes, il y a des actionnaires incarnés. Je crois que ce qui est important, c'est que l'actionnaire met au service d'un développement économique des capitaux en prenant des risques. Il n'est pas là pour ponctionner, pour sucer le profit, la moelle sortant de l'activité économique. Il est là pour prendre des risques. Et si les risques, malheureusement, tournent mal, eh bien, il n'y a pas de profit. Et c'est en ça, d'ailleurs, que le débat récent sur la prime aux salariés par rapport aux dividendes versés que le président de la République a lancé était profondément biaisé à mes yeux. Et donc, cette notion de risque doit être, à mon avis, revalorisée. Mais ce qu'on dénonce, évidemment, c'est la versatilité de cet actionnariat, de ces investisseurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller en permanence, leur curseur s'oriente vers les plus gros profits immédiats. Enfin, voilà. Au-delà de ces propos sur l'économie et la façon dont les Français la regardent, il reste quand même vrai que si on regarde la finance internationale, on voit bien qu'il y a cette versatilité qui est un peu la caractéristique, la marque de fabrique. Alors là, vous avez commencé vous-même à parler de long terme. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que ce que vous voulez évoquer, ce sont les acteurs qui investissent en bourse et qui entrent sur un titre, en ressortent. Et là, il s'agit de la gestion d'actifs des grands institutionnels internationaux qui jouent peu le rôle d'actionnaire au sens où je l'indiquais. Je pense aussi à des investisseurs qui, tirant le meilleur d'une structure dont ils ont pris une part importante du capital, s'en libèrent peu de temps après, une fois la plus-value réalisée. C'est quand même une donnée économique actuelle ou pas ? Écoutez, moi, je ne sais pas si c'est votre cas, j'ai déjà créé une entreprise toute petite, une des 2 900 000 dont vous parliez. Pour moi, l'ayant créé, et au départ il n'y avait personne d'autre que les quelques sous que j'y avais mis, je pense que j'en étais le propriétaire. Je pense que la notion qui a été dite tout à l'heure, que de refuser le caractère de propriétaire aux actionnaires, est un premier biais. Mais je pense que le propriétaire a des devoirs. Et je pense qu'il n'a pas non plus tous les droits et qu'il doit prendre en compte la réalité complexe qu'est l'entreprise. Et de ce point de vue-là, les travaux qui ont été menés par votre groupe étaient tout à fait riches parce qu'ils montrent qu'il y a une complexité humaine, environnementale, sociétale de l'entreprise. Et donc si on oppose à cette complexité la simplicité caricaturale d'un actionnaire qui n'est là que pour le profit, c'est sûr qu'on a un système déséquilibré. Mais un actionnaire qui fait son travail doit prendre en compte la réalité complexe de l'entreprise. Par exemple, les participations importantes du groupe Wendel sont des participations historiquement durables. Vous en avez la preuve et vous continuez sur cette... Elles sont durables, mais le fait qu'elles ne soient pas éternelles ne les disqualifie pas. Pendant que nous sommes actionnaires, nous jouons un rôle, je crois, essentiel de prise de risque, de développement de l'entreprise, de développement économique. Augustin de Romanet, peu de temps après avoir pris les commandes de la Caisse des dépôts, vous avez publié un document qui s'appelle la doctrine de la Caisse des dépôts. C'est pas rien, ce mot doctrine. Et vous y inscrivez, gravé dans le marbre, le caractère de long terme de l'investisseur qu'est la Caisse des dépôts. Alors, qu'est-ce qui vous le permet et en quoi, au fond, vous êtes peut-être ou pas exemplaire pour le reste de l'économie française sur ce plan-là ? Bien, alors vous allez me conduire à aborder le sujet par un petit bout de la lorgnette et je reviendrai au thème global, élargissez-le tout au thème global du débat. Un mois après être arrivé, les chefs d'entreprise de grandes entreprises sont venus me voir et m'ont dit « Surtout, je voudrais que la Caisse des dépôts vienne à mon capital. »
J'en ai reçu 1, j'en ai reçu 2, j'en ai reçu 4. J'étais très flatté. Je me suis dit, je vais être le roi du pétrole. Mais très vite, je me suis dit, une fois que j'aurais été au capital de 4 ou 5 entreprises du CAC 40, je n'aurai plus d'argent. Et pourtant, il est d'intérêt général que d'accompagner ces entrepreneurs qui m'expliquent qu'ils vivent dans la vraie vie ce qui est la réalité de l'économie moderne. En 1960, la durée moyenne de détention d'une action dans le monde était de 8 ans. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est de 6 mois. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, d'une grande entreprise du CAC 40 cotée, peut passer, s'il n'y prend pas garde, le tiers de son temps à parcourir le monde pour aller convaincre les analystes financiers du monde entier de ne pas vendre le titre en bourse pour ne pas le faire baisser. Et certains chefs d'entreprise me disaient, moi je ne fais plus ce qu'on appelle des roadshows, je ne vais plus parcourir le monde parce que de toutes les façons ça ne sert à rien, je leur raconte toujours les mêmes salades et ils font ce qui leur plaît. C'est vous dire le degré de confiance entre le manager et le propriétaire, l'actionnaire dont on parlait. Donc nous nous sommes dit qu'il existait, compte tenu du fait que nous devions refonder le modèle de la Caisse des dépôts, qu'il existait une vertu à considérer qu'un actionnaire était là pour la durée, pour permettre aux chefs d'entreprise d'innover, d'exporter, de créer des emplois. Quand vous faites un programme de recherche compliqué, vous en avez au minimum pour 10 ans. Comment voulez-vous prendre des risques sur un programme complexe si vous savez qu'à tout moment, le tapis peut vous être enlevé des pieds par des actionnaires qui partent très vite. Et à cet égard, je tire mon chapeau à Frédéric Lemoine, puisque nous avons donné comme ADN de la Caisse des dépôts l'investisseur de long terme. Et j'ai observé avec satisfaction que quelques années après l'arrivée de Frédéric, le groupe Wendel s'est qualifié d'investisseur de long terme. Et c'est une notion, je crois, qui prend corps dans le monde. Nous avons créé un club qui s'appelle le Club des investisseurs long terme, qui réunit beaucoup de fonds souverains. Ah, c'est ça qui vous réunit. Et aujourd'hui, les fonds souverains dans le monde se reconnaissent comme investisseurs de long terme, quand on les voit dans les forums, parce qu'au fond, l'investisseur de long terme, c'est quelqu'un qui sait que si vous ne restez pas pour accompagner les personnes dans la durée du cycle de leur vie, et le cycle de la vie d'entrepreneur, c'est la recherche, vous n'êtes pas un être socialement responsable. Donc voilà pourquoi on s'est lancé, entre guillemets, dans cette dynamique de l'investissement long terme. Mais si vous me permettez, j'ai quand même envie de revenir une seconde sur votre question initiale, parce que j'y avais un peu réfléchi pendant que j'écoutais le professeur Favreau et Frédéric Lemoine. Est-ce que le profit est le moteur de l'entreprise ? Alors, je pense qu'on fait un petit contresens en pensant que l'entreprise est un être qui a une âme. L'entreprise ne peut pas avoir de moteur, c'est l'entreprise qui est elle-même un moteur. Je m'explique. L'entreprise, c'est en fait une collection de femmes et d'hommes. Ce n'est pas un être inanimé qui est une collection de femmes et d'hommes qui sont régis par la loi du marché. Et la loi du marché, c'est une mécanique de checks and balances qui est justement, qui fonctionne comme un moteur. Or, chacun sait que les moteurs qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas lubrifiés, qui ne sont pas entretenus, peuvent exploser. Et c'était toute la démonstration formidable de Raymond Aron dans ses 18 leçons sur la société industrielle, qui montre bien que le capitalisme est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que le capitalisme est un moteur formidable, un moteur à explosion qui est capable, lorsqu'il n'est pas entretenu, de devenir en crise. Quand le capitalisme est en crise, il produit, dans le meilleur des cas, du chômage seulement, mais souvent des guerres et des troubles considérables. Et tout l'enjeu du libéralisme bien compris, c'est la régulation de ce moteur du capitalisme. Et au fond, tout l'enjeu pour nous, c'est de considérer que le profit, c'est un instrument de mesure. Le profit, c'est le tableau de bord. Mais une voiture qui va trop vite, si vous n'avez ni frein, ni airbag, ni système de sécurité, la voiture vous emmène dans le platane avec les conséquences qui vont avec si la vitesse est trop élevée. Donc, le profit ne peut pas être le seul moteur de l'entreprise. Et c'est un des points très intéressants que j'ai relevé dans l'étude du professeur Favreau. Alors, je ne vais pas développer tout ce que j'ai retenu parce que j'excéderais les temps que j'avais impartis. Ce que je dirais juste, c'est que, comme Frédéric Lemoine, je pense que vous avez mis les pieds dans le plat, avec peut-être un peu trop de vigueur, en disant que l'actionnaire n'est pas le propriétaire de l'entreprise. Allez expliquer à un propriétaire de maison qu'il n'est pas le propriétaire de la maison parce que vous pensez qu'il a le devoir de bien entretenir la moquette et de faire un ravalement de la maison tous les 10 ans. Il est le seul propriétaire de la maison, mais en tant qu'il est bailleur, il a le devoir de rendre cette maison habitable. Mais je dirais que c'est la même chose pour l'actionnaire. Il est le propriétaire, mais en tant qu'il y a dans son entreprise des salariés qui apportent ce qu'on appelle le goodwill, en tant qu'il y a des clients, en tant qu'il y a un environnement qui peut souffrir des pollutions, il est
copropriétaire de l'entreprise. Ça veut dire qu'il n'est pas... on ne peut pas dire qu'il ne soit pas propriétaire de l'entreprise, mais si vous le dépossédez de sa dimension de copropriétaire, vous commettez à l'endroit du chef d'entreprise, de l'actionnaire, pardon, la même violence que celle que tous les chefs d'entreprise qui n'acceptent pas de faire participer leurs salariés à leur capital exercent à l'endroit de leurs salariés. Je suis un militant de l'actionnariat salarié, je pourrais expliquer pourquoi. Et vous commettez la même violence que vis-à-vis des riverains de l'entreprise, auxquels vous ne reconnaissez pas le droit d'être exempt de pollution. Une cimenterie qui n'équipe pas sa cimenterie de filtre, elle commet une violence vis-à-vis des habitants qui sont autour, qui sont copropriétaires de l'entreprise en tant qu'ils partagent l'environnement. Donc, je dirais, pour conclure, parce que j'étais trop long, que je trouve votre réflexion extrêmement stimulante, parce qu'elle remet en cause l'idée que l'actionnaire aurait tous les droits au motif qu'il a apporté les capitaux, et je partage cette idée. Alors, Mais de grâce, n'allez pas trop loin, parce qu'à ce moment-là, vous conduisez à une démoralisation sur laquelle il serait trop long de m'étendre. On va demander à Olivier Favreau, la parole est à la Défense, de préciser un peu sa pensée, la pensée du groupe de travail auquel il a participé, sur cette notion de propriété, actionnariat et propriété de l'entreprise. Alors je m'aperçois que M. de Romanet est bien plus révolutionnaire que moi, puisqu'il fait des salariés les copropriétaires de l'entreprise. Donc s'il donne au mot propriété, copropriétaire, un sens juridique, et malgré tout je pense que le droit de propriété c'est une notion juridique, alors là il est allé beaucoup plus loin que nous dans notre rapport où on essayait effectivement de renforcer le contre-pouvoir des salariés. Mais j'ai bien compris qu'il utilisait propriété et copropriétaire dans un sens un petit peu large, un petit peu métaphorique. Si on lui donne un sens justement pas trop métaphorique, alors c'est vraiment clair que l'actionnaire ne peut pas être propriétaire de la société. Je vais juste vous en donner un exemple qui va me permettre aussi de répondre à quelque chose que vous avez dit à propos de la prise de risque par l'actionnaire. Vous oubliez une seule chose qui est commun à tous les systèmes financiers, qui entre pour beaucoup dans la performance des systèmes financiers et dans son utilité, c'est la responsabilité limitée de l'actionnaire. Vous me dites que l'actionnaire, en tant que propriétaire, doit entretenir l'entreprise. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui a un pot de fleurs sur sa fenêtre, ce pot de fleurs malencontreusement tombe et tue un passant. Et au moment où, du coup, sa responsabilité est engagée, ce propriétaire répondrait « Ah, mais attendez, ma responsabilité est limitée à la valeur de remplacement de mon pot de fleurs ». C'est exactement la situation de l'actionnaire, dont la responsabilité est strictement limitée à la valeur de l'apport. Alors, je ne force pas le trait. J'ai cru comprendre qu'on avait le droit de s'interrompre. L'article 1382 du Code civil, la responsabilité des biens qui sont votre propriété. Les titres de propriété d'une entreprise, ça s'appelle des actions, que ce soit des actions cotées ou des actions non cotées. À la détention d'actions sont liés à un certain nombre de droits et de responsabilités qui et bien évidemment, si une entreprise fait tomber un pot de fleurs, pour reprendre votre image, sur quelqu'un, elle est redevable de sa responsabilité civile et le propriétaire en prend sa part à due proportion de sa propriété. Et j'ajoute que les administrateurs qui, lors du conseil d'administration qui a débattu des garde-corps pour éviter que les pots de fleurs tombent, ont voté contre, engagent leur responsabilité pénale qui peut les emmener en prison. Mais là, on parle des administrateurs. Les administrateurs représentent les actionnaires. Oui. Et donc, à l'article du Code civil signalé par Frédéric, je voulais ajouter simplement qu'il y a quand même une discussion au conseil d'administration pour mettre des garde-corps et empêcher que les pots de fleurs tombent. Et si on ne le fait pas, on est responsable. Donc, le sujet que vous soulevez est très important. Mais si vous voulez, il me paraît si important et si fécond, parce que j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à lire votre texte, que je trouve un peu dommage, si vous voulez, en forçant trop le trait et en donnant le sentiment que vous déniez à l'actionnaire le fait d'être propriétaire, ce qui renvoie en réalité à un débat aux origines de l'homme, parce qu'on est quasiment au stade de Caïn et Abel sur le droit de propriété, qui est un débat qui est intéressant, qu'on peut avoir. Mais je me demande si on ne perd pas un peu de richesse sur la révolution qui se déroule aujourd'hui, qui est la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire tout le débat de tous les actionnaires du monde qui savent aujourd'hui que, en prenant en main leurs responsabilités et en votant dans telle ou telle direction sur l'environnement, sur la formation professionnelle, sur les rémunérations des dirigeants, sur l'association des salariés au capital des entreprises, etc., en acceptant de voter de façon responsable et organisée, ils peuvent en réalité changer
le cours de beaucoup des humains qui sont dans ces entreprises. Je veux dire, le jour où on a arrêté d'acheter des ballons faits par des petits Pakistanais dans les conditions que vous connaissez, on a changé la vie de ces personnes. Eh bien, cet exemple précis, vous pouvez le démultiplier à l'infini, grâce à la prise de conscience des actionnaires qu'ils ont non seulement le droit de percevoir des dividendes, mais ils ont le devoir de demander aux entreprises dont ils sont propriétaires quels sont les comportements socialement responsables, etc. Et c'est parce qu'ils sont propriétaires qu'ils ont le droit de voter pour ce qu'ils croient être utile. L'analogie avec le pot de fleurs, elle nous laisse un peu quand même sur notre faim, parce que vous n'avez pas un exemple un peu plus concret et lié à l'histoire économique récente en France pour montrer jusqu'où ça peut aller? Parce que quand même, dans votre histoire, il y a mort d'homme. Est-ce que véritablement l'exercice de la propriété d'entreprises importantes en France a donné lieu à ce que vous décrivez, j'entends, une casse considérable et comment vous l'expliquez? Non, mais là, je rappelais quelque chose d'élémentaire et qui est absolument essentiel à l'efficacité du système financier, qui est la responsabilité limitée de l'actionnaire. Et je répète, la responsabilité de l'actionnaire est limitée à la valeur de son apport. Et s'il faut nous réconcilier, peut-être le moment est venu de nous réconcilier, il faut simplement introduire une notion juridique entre l'entreprise, qui est une entité abstraite, et puis les actionnaires, qui est la notion de personne morale. C'est la personne morale, bien entendu, si une entreprise fait des dégâts, c'est la personne morale qui va être éventuellement d'ailleurs pénalement condamnée. Mais voilà, il y a cet écran de la personne morale entre les actionnaires et la réalité humaine, sur laquelle nous sommes tout à fait d'accord, de l'entreprise. Je me permets juste de vous rappeler tout de même le nombre de faillites survenues aux États-Unis, parce que les laboratoires pharmaceutiques ont dû indemniser les personnes dont la santé a été abîmée par les produits. Et vous avez un certain nombre de propriétaires de ces entreprises qui ont été plus que ruinés. Donc, je ne pense pas que ce soit aussi simple que de dire que les actionnaires sont irresponsables. Ils ont perdu la valeur de leur action. Alors, oui, allez-y. Moi, je voulais rebondir sur un autre point qu'Augustin de Romanet mentionnait et qui est préoccupant, qui est la réduction de la durée de détention des actions, en particulier dans les sociétés cotées. Parce que c'est un phénomène incontestable qui est lié notamment à la présence de grands gestionnaires d'actifs dans le monde et de différents métiers financiers qui se sont développés, la financiarisation dont vous parliez. Est-ce que ça invalide le modèle ou pas? Moi, je crois qu'on est devant un phénomène qui, pardonnez-moi de la comparaison un peu audacieuse, pourrait s'apparenter au problème d'abstention dans les démocraties. Je m'explique. Tu as rappelé la parole selon laquelle le capitalisme est le moins mauvais des systèmes. On dit aussi de la démocratie que c'est sans doute le moins mauvais des systèmes. Et elle fonctionne s'il y a des citoyens engagés, s'il y a une certaine constance dans l'opinion publique. Et puis on sait que dans la démocratie, les choses ne sont pas idéales. Il y a de l'abstentionnisme, il y a des gens versatiles, il y a des gens qui ne votent pas d'une manière compatible avec leur manière de se comporter, etc. Mais dans l'ensemble, très heureusement, le système a quand même encore une certaine stabilité et fonctionne. Je pense que l'actionnariat des sociétés cotées, s'il reste structuré par un certain nombre de grands actionnaires de long terme, s'il y a une direction que la direction d'entreprise, d'ailleurs, contribue à impulser, peut garder cette stabilité avec cette rotation d'actionnaires sur lesquels on ne peut pas compter, c'est vrai, et qui n'impulsent pas, qui ne sont d'ailleurs finalement, qui sont anonymes, et de la même manière qu'il peut y avoir une défraction de l'opinion publique qu'on cerne mal. Mais si la comparaison ne vous semble pas trop posée, je pense qu'on est un peu dans un phénomène de genre. Il y a juste un point qu'on peut quand même dire pour rendre l'actualité financière un tout petit peu de vérité, c'est que les excès de la financiarisation qu'on a connus depuis 20 ans ont conduit à des situations dans lesquelles les entreprises ont été des objets de spéculation. Au début des années 2000, quelle était la situation? Eh bien, vous considériez que les entreprises avaient une rentabilité moyenne de 7 à 8% par an. Les taux d'intérêt étaient à 2. Donc, il s'agissait simplement d'établir un système dans lequel vous empruntiez à 2 pour acheter des entreprises qui rapportaient 7. Et le simple fait d'être emprunteur vous faisait gagner de l'argent. Je me souviens toute ma vie d'un homme politique qui est venu me voir pour me dire « Écoute, Augustin, je quitte la politique parce que jamais depuis 2 siècles, il n'y a eu de moment plus propice pour faire de l'argent. »
puisqu'on emprunte à 2 et les entreprises rapportent 7. Et il y a eu des excès, évidemment, dans ce qu'on appelle les LBO, c'est-à-dire le rachat des entreprises avec de la dette, où un certain nombre de financiers, il faut le dire, parce que sinon nos auditeurs ne comprendraient pas notre espèce de béatitude, les financiers achetaient l'entreprise, serraient tous les coups et parfois arrêtaient d'investir. Et puis quand, au bout de 5 ans, ils avaient bien essoré la serpillière, ils la revendaient en prétendant qu'elle pouvait ressortir les mêmes résultats. Ça, on appelait ça capex holidays, les vacances des investissements. Je connais d'autres situations dans lesquelles les financiers avaient acheté des entreprises et puis tout d'un coup les choses allaient mal, donc ils demandaient aux managers de mettre en faillite l'entreprise en faisant des plans d'affaires falsifiés. On ne va pas citer tous ces exemples de dérives de la finance, mais ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse tout de même avec lucidité le fait que l'abusive financiarisation qui a conduit à la crise des subprimes a utilisé souvent les entreprises et donc les humains qu'il y a dans les entreprises comme des objets de spéculation, alors justement, ce qui a discrédité, entre guillemets, le capitalisme. Vous nous avez donné tout à l'heure une excellente définition de l'entreprise comme ce collectif humain qui est soumis à la loi du marché. Alors moi, justement, je voudrais qu'on évoque cette dimension, ce facteur humain et cette question de l'accomplissement humain au sein de l'entreprise. Est-ce que la loi du marché n'est pas finalement pour la plus grande partie des salariés une donnée exogène et que ces salariés subissent au détriment de leur propre accomplissement personnel? Olivier Favreau, et puis c'est... Oui, vraiment une donnée qui remonte de façon absolument constante de l'observation des entreprises, d'abord par les gestionnaires, mais aussi par les sociologues, par tous les gens qui rentrent dans les entreprises pour faire des observations. C'est le contraste qu'il y a entre l'enrichissement possible du travail, qui s'appuie de plus en plus sur une conception de la personne comme être en relation, et en même temps des techniques de gestion du personnel qui sont de plus en plus axées sur une individualisation de la performance. Donc le travail, et bon, bien sûr, il y a 2 900 000 entreprises, donc vous voyez, je suis en train de faire des généralisations qui sont abusives, mais il faut accepter. Vous avez le droit. Nous y avons droit, je crois, pendant ce soir. Mais il y a une tension, une espèce de contradiction entre une gestion de plus en plus individualisée du travail et on sent confusément qu'il y a la possibilité d'une implication de la personne dans toutes ses dimensions à un degré qui n'a peut-être jamais été connu dans l'histoire économique moderne. Ça, c'est plutôt positif. Ce qui est positif, c'est le potentiel. Oui. Ce qui est négatif, c'est la contradiction entre une pratique qui est source de souffrance et qui prend quelquefois, nous le savons tous ici, enfin ici et ailleurs, des formes dramatiques. Et une hypothèse possible est qu'il y a un lien entre la réduction de l'entreprise à un actif financier évalué à chaque instant sur les marchés financiers, les excès de la spéculation dont vous parlez, qu'il y a un lien entre cette évolution qui aurait beaucoup surpris les observateurs, les économistes et les historiens d'il y a une trentaine d'années, et le phénomène d'amaigrissement des relations collectives dans l'entreprise et d'évaluation des salariés en fonction de la performance individuelle. Il y a probablement un lien très logique entre ces deux phénomènes. Cette individualisation étant une contradiction à la dimension collective de l'entreprise. Ça, c'est ce que disent les gestionnaires et les sociologues, bien sûr. Alors, messieurs, le facteur humain. J'ai évoqué tout à l'heure les sondages par rapport à l'économie de marché. Sondage très négatif en France. Il y a d'autres sondages tout aussi intéressants interrogeant les gens sur leur entreprise. 80% des Français travaillant en entreprise se disent fiers de leur entreprise. Une grande majorité des Français travaillant dans une entreprise disent y être heureux. Alors, je ne mésestime pas les phénomènes de souffrance dont vous parlez. Malheureusement, la situation des suicides, pour dire les choses, dans un certain nombre d'entreprises ont été extrêmement préoccupantes et c'est certainement le révélateur de quelque chose, et des difficultés, des crises économiques, et il ne faut pas du tout l'ignorer. Mais le phénomène dominant, ce n'est pas le phénomène de salariés allant en souffrant travailler sous le joug d'actionnaires ou de dirigeants impitoyables. Deuxième idée que je voudrais évoquer, c'est la nécessité de l'efficacité.
Je pense que pour s'accomplir personnellement, on peut évidemment souhaiter être dans le poste qui vous intéresse, dans un environnement humain qui ne soit pas unidirectionnel et uniquement tourné vers le profit immédiat. Mais je pense que l'efficacité collective est une source de joie, une source d'épanouissement personnel. Et je pense que de ce point de vue-là, les environnements professionnels qui s'exonèrent complètement de la loi du marché, Augustin de Romanet et moi connaissons un peu les entreprises publiques. Dans le passé, il y a pu y avoir des entreprises publiques qui s'exonéraient complètement des contraintes d'efficacité. Il y a des entreprises privées qui le font aussi. Ce n'est pas forcément l'endroit où on est le plus heureux, parce qu'on peut peut-être ne pas être sous pression de rendre son travail dans une certaine cadence ou avec un certain regard d'évaluation, mais au bout du bout, qu'est-ce qu'on accomplit ? Et donc je pense que ce vers quoi on doit tendre, c'est évidemment une science difficile, c'est une situation professionnelle qui est quand même sous une certaine tension, sous la tension de la concurrence, de l'efficacité, rendre service aux clients que l'entreprise sert, travailler dans une certaine harmonie qui nécessite un effort de chacun, et puis évidemment ne pas pressurer les gens comme des serpillères, et j'abonde tout à fait dans le sens de ce que indiquait Augustin de Romanet sur les excès de l'endettement. Augustin de Romanet qui a pris beaucoup de notes là, donc vous avez encore le bénéfice de la réflexion. Non, j'ai essayé de construire un propos qui ne soit pas trop confus. Simplement, l'entreprise, c'est quelque chose de récent à l'échelle de l'humanité. Le statut normal de l'humain, c'était d'être agriculteur, d'être artisan, pas d'être dans une collectivité qui s'organise pour produire des biens et des services toujours mieux. Donc l'entreprise, c'est quelque chose de très récent. Et à cet égard, cette combinaison sophistiquée de l'entreprise n'a pas encore tout à fait trouvé son bon mode de régulation, et me semble-t-il, justement, dans les rapports entre les propriétaires, les apporteurs de capitaux et les salariés. Et je pense que la part qui est faite aux salariés dans les entreprises, dans la participation aux décisions, dans l'actionnariat, j'y reviens, est encore insuffisante. Et d'ailleurs, c'est une des supériorités de l'Allemagne que d'avoir des rapports entre salariés et dirigeants qui sont beaucoup mieux organisés avec leur système de cogestion que ce que nous avons en France. Mais en tout état de cause, il y a 3 choses qui sont claires. La première, c'est que tout le monde convient aujourd'hui que la prospérité d'une entreprise, sa performance, est fonction de l'épanouissement des salariés. Bon, alors ensuite, on pourrait broder, mais ça passe de la lisibilité des formations, de la lisibilité sur la carrière, des facultés de mobilité, de la parité homme-femme, de la possibilité pour une femme d'avoir des enfants sans voir sa carrière handicapée, etc., etc. Deuxième chose, l'entreprise n'est pas quelque chose qui est hors du monde. Et je crois que l'entreprise ne peut pas ne pas être inclusive, notamment d'un certain nombre de domaines qui sont exclus de l'organisation performante. Je pense à l'accueil des handicapés, je pense à l'accueil d'un certain nombre de gens en difficulté d'insertion, etc. L'entreprise doit prendre en compte cette dimension. Et puis enfin, dernière chose, l'entreprise qui, il faut bien le mesurer, est une organisation sophistiquée de la société qui, dans certains cas, est plus performante que les États. Songez que Coca-Cola, Procter & Gamble ou même Michelin sont des entreprises qui sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que la moitié des pays d'Afrique, en termes de revenus, en termes de prospérité, en termes d'influence sur la planète. Et beaucoup d'entreprises réfléchissent aujourd'hui à la notion d'intérêt général parce qu'elles savent qu'elles sont challengées par leurs clients. Elles sont challengées par clients, et je vais conclure par là, elles sont aussi challengées par leurs salariés. Je découvre en ce moment, en regardant un peu les comportements des jeunes, je vois d'ailleurs une personne de la Caisse des dépôts qui partage avec moi ses réflexions dans la salle, je découvre que nos jeunes générations sont de plus en plus paranoïaques. À savoir ? Elles considèrent que le discours du chef est un discours qui est fondamentalement à remettre en cause, que ce soit le politique, le journaliste, le chef d'entreprise. Et donc, nos compatriotes, jeunes de préférence, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils notent tout par eux-mêmes. Ils notent les films, ils notent les restaurants, les hôtels dans TripAdvisor, ils notent les entreprises maintenant. Il y a un site, je crois, qui s'appelle touteslesentreprises.com, dans lequel les salariés vont noter les entreprises et dire dans cette entreprise-là, on se sent bien, l'ambiance est satisfaisante, on est bien payé, la localisation est sympathique, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une compétition des talents, et comme les chefs d'entreprise, mais surtout les actionnaires, veulent gagner le maximum d'argent, ils cherchent à avoir les meilleurs recrues possibles. Et pour avoir les meilleurs recrues possibles, il est de plus en plus nécessaire d'avoir un cadre de travail qui respecte les humains. Faute de quoi, ils votent avec leurs pieds et ils vont ailleurs. Donc, au total, et pour conclure, je dirais qu'à l'échelle de l'humanité, l'histoire de l'entreprise, c'est une goutte d'eau. L'entreprise, elle est née hier. Et ce qui est passionnant dans la mondialisation, c'est que nous observons 2 phénomènes. Le premier, c'est que nous ne pouvons plus raisonner uniquement à l'échelle de nos pays. Il faut que nos activités économiques aillent chercher le travail là où il est, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement
où des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes ont du travail à nous proposer, puisqu'ils demandent des biens et des services dont ils ne disposent pas. Donc le problème du chômage, c'est un problème d'adaptation de l'offre de travail avec la demande qui est partout dans le monde. Et d'autre part, que nos entreprises vont devoir elles-mêmes être en concurrence les unes avec les autres pour recruter les meilleurs dans les jeunes générations. Donc on a des champs considérables pour moderniser l'entreprise. Et je pense que votre travail y contribue. Alors j'ai parlé en introduction de ce débat de raison d'espérer, et c'est vrai que si un observateur avait fait une coupure là il y a 10 ans et revenait aujourd'hui dans l'entreprise, il y a une chose qui le frapperait, c'est combien ça transpire de bonnes intentions. Hein, la fameuse politique responsabilité sociale et environnementale, c'est quelque chose qui fait florès partout. Mécénat, intérêt général, environnement, on met des ruches sur les toits, on éteint la lumière et on se couche tôt. C'est vraiment devenu quelque chose d'à la fois prégnant dans le discours et du coup qui vous met un tantinet mal à l'aise. Alors est-ce qu'il y a un fondement éthique profond qui est un ressort pour l'économie de demain et qui contribue à moraliser au fond tout ce dont nous sommes en train de parler, ou est-ce que c'est juste un petit vernis? Non, vous avez raison, il y a de quoi être mal à l'aise, parce que le discours sur la responsabilité sociale d'entreprise, qui est quelquefois théorisé à travers l'idée de la théorie des parties prenantes, ce discours a accompagné ce que nous avons constaté à travers le terme de grande déformation de l'entreprise sous l'effet de la financiarisation. Donc, il y aurait même des lectures un peu cyniques de la simultanéité de ces deux opérations. L'un sert l'autre, vous êtes en train de... Je constate, vous voyez, un discours de plus en plus positif face à une réalité qui n'est pas forcément de plus en plus négative et qui comporte des aspects tout à fait nouveaux, en particulier à propos du travail, et qui sont profondément négatifs. Alors, mais en même temps, moi, je ne veux pas du tout être cynique. Je me contente de noter cette simultanéité. Je veux répondre à votre question. Pourquoi insister sur l'idée que, bien sûr, que l'actionnaire est une partie prenante absolument essentielle. On voudrait même qu'elle joue, en tant que partie prenante, davantage son rôle que ça n'est le cas, au lieu de pratiquer ce que les financiers appellent le tourisme financier. Mais, vous voyez, on cherche à... justement, donner un statut plus... Je m'excuse, mais puisque c'est un débat, il y a le sujet des achats et des ventes en bourse, mais quelle est la proportion d'entreprises qui sont cotées, sans même se référer aux 2 900 000 dont vous parliez? La plupart des entreprises sont des entreprises de taille moyenne ou petite, qui sont souvent à capital familial, qui sont montées par un entrepreneur, qui comprennent quelques dizaines de salariés. Là, il n'y a pas de tourisme actionnarial. Vous parlez des intervenants financiers qui achètent et vendent des parts extrêmement minoritaires de l'ordre de 0,1% du capital des sociétés en bourse. C'est quand même un sujet étroit par rapport à ce qu'est la responsabilité actionnariale, à mon avis. Olivier Favre. Vous avez tout à fait raison. Il faut dire de quelles entreprises on parle. Alors, en nombre, ce ne sont certainement pas les plus nombreuses, mais en pourcentage du PIB, ce sont les plus importantes. Et donc, je reviens à ce point parce que, précisément, ce que je vais dire porte sur toutes les entreprises et pas uniquement les entreprises cotées en bourse. Ça porte sur toutes les sociétés par Allez-y, parce qu'il faut que les autres puissent répondre et qu'il reste 2 minutes à notre débat. Pourquoi insister sur le fait que dans le droit des affaires, c'est du droit, c'est pas uniquement une lecture théologique du livre de la Genèse, Caïn et Abel. Pourquoi insister sur le fait que l'actionnaire n'est pas propriétaire de l'entreprise? Eh bien, c'est pour introduire une idée absolument cruciale, et avec laquelle nous sommes tous adultes, avec laquelle il faut vivre dans un capitalisme moderne. L'entreprise n'est la propriété de personne. C'est un objet beaucoup plus intéressant que quelque chose dont on peut être propriétaire. C'est une collectivité humaine qui a une fonction politique au sens le plus noble du terme, avec de multiples parties prenantes. Et en traitant l'actionnaire comme propriétaire de l'entreprise, vous voyez à quel point on rabougrit la portée humaine et politique, encore une fois, au sens le plus noble. Alors, du coup, on revient au débat sur la propriété. Vous voulez ajouter quelque chose avec le moine? Juste un mot. Parce que mon RSE, il ne faut pas l'oublier. On peut faire de la philosophie, si vous voulez, mais ça, c'est pas de l'économie. Et à ce moment-là, on peut dire que l'entreprise est un réseau, et un réseau virtuel. Ah. Et en tant qu'il est réseau virtuel, je peux être d'accord pour dire qu'il n'appartient à personne ou qu'il appartient à tout le monde. Mais à ce moment-là, c'est un autre domaine que celui de l'économie, si vous voulez. C'est de la philosophie.
Et je suis d'accord pour partir dans cette voie philosophique, mais si on mélange l'économie et la philosophie, le risque est qu'ensuite tout le monde soit perdu. Et si vous voulez, moi j'ai envie de vous dire une chose, c'est quand vous dites, oui, le discours sur la responsabilité sociale de l'entreprise, on se donne bonne conscience, etc. Bon, ça c'est de la théorie. Moi, quand personnellement, je dis à mes troupes, on a 2% de handicapés, dans 4 ans on en aura 7%. On va multiplier les achats aux entreprises intermédiaires qui salarient des handicapés, etc. Ça, c'est de la vraie économie. Quand je dis au fonds de réserve des retraites, enfin, c'est pas moi qui dis, c'est nos équipes, on arrête d'investir dans toute entreprise qui fabrique des mines antipersonnelles dans le monde. Ça, c'est de la réalité. C'est du comportement d'actionnaire qui dit, voilà, je ne mettrai plus un sou dans ces entreprises-là. Donc ça, si vous voulez, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans le cynisme, on n'est pas dans le virtuel. Et je crois personnellement que cette responsabilité des actionnaires de voter avec leurs pieds a une valeur. Frédéric Lemoine. Je suis absolument d'accord avec ce qu'Augustin Romanet indique et je lui rends hommage d'ailleurs parce que la Caisse des dépôts a beaucoup changé de comportement depuis son arrivée et en accentuant très fortement ces aspects-là. C'est mieux qu'avant. Mais surtout, je pense que c'est le point que je voudrais faire, c'est le propre des institutions occidentales aujourd'hui, européennes en particulier, que de porter cette conception du monde en entreprise. Parce qu'on parle des entreprises françaises implicitement ici, mais quid des entreprises chinoises, quid des entreprises indiennes, quid des entreprises sud-américaines. Je crois que nous avons le privilège, le devoir d'être exemplaires et de porter un modèle, une conception de cet être hybride, nouveau dans l'histoire de l'humanité, qu'est l'entreprise. Et dans les filiales des grands groupes internationaux, chez Saint-Gobain, chez Legrand, chez Bureau Veritas, qui sont des participations de Wendel, eh bien, la manière dont on traite les salariés en Chine, au Brésil, ou la manière dont on les fait participer au capital de ces entreprises qui ont un actionnariat salarié important, eh bien, dépend de la conception qu'on a ici de l'entreprise. Et je crois qu'il y a une vraie bataille dans la mondialisation, qui est de savoir quel est le modèle de l'entreprise qui va dominer. Parce que là aussi, il y a de la concurrence pour les talents, pour les ressources. Alors sur le champ éthique, j'ai noté chez Wendel la mise en avant de l'éthique familiale comme une valeur propre à cette entreprise, et à d'autres évidemment. Oui. Il n'y a pas beaucoup de minutes pour développer ce thème, mais enfin, est-ce que c'est un facteur de régulation? C'est quelque chose de très important parce que c'est l'inscription dans la durée, c'est la fidélité à un certain nombre de valeurs, elles sont propres à la famille Wendel, mais je crois que le capitalisme familial est très présent dans le monde entier. Là, pour le coup, il n'est pas simplement européen, il est aussi indien, chinois ou brésilien. Mais je crois qu'effectivement, c'est un repère qui nous guide dans notre action. Mais j'insiste sur le modèle de... Il y a une manière d'être actionnaire et vertueux en même temps. Il y a une façon de considérer l'entreprise comme ce réseau avec de nombreuses parties prenantes. Ce n'est pas le modèle dominant dans le monde aujourd'hui. L'essentiel du top 50 des entreprises mondiales sera des entreprises issues de pays émergents dans quelques années. Et la question vraiment clé pour les générations à venir, c'est quelle sera l'entreprise dominante en 2050. Olivier Favreau, est-ce que vous vous attendiez, en venant à ce débat, à ce que cette question de la propriété de l'entreprise soit finalement la pierre d'achoppement? Parce que c'est quand même ce qui est apparu. Oui, ça ne me surprend pas puisque, enfin, je veux dire, l'idée reçue contre laquelle on se bat, mais attention, du point de vue du droit, ni de la philosophie, ni de la théologie, c'est l'idée qu'on pourrait réduire ce réseau à un objet dont on pourrait être propriétaire. L'entreprise n'est pas quelque chose. Vous mettez beaucoup de conditionnels là dans ce que vous êtes en train de dire. On pourrait, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce qui vous mobilise, c'est qu'il y a urgence? J'ai dit tout à l'heure que vous évoquiez la disparition de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un enjeu apocalyptique aussi qui est derrière. C'est-à-dire qu'on court à notre perte avec ce système-là ou pas? Alors là, évidemment, je suis dépendant. 2 minutes pour répondre. 2 minutes. Je suis dépendant de l'apport de nos collègues chercheurs en gestion dans le groupe que nous avons formé ici. Et eux nous ont fait un portrait de l'évolution historique des entreprises. Et ce sont des observateurs de terrain qui est effectivement un portrait sombre. Alors bien sûr, il y a des exceptions, peut-être de brillantes exceptions, mais là on est obligé de généraliser. Et la réalité historique de l'entreprise qui est apparue à peu près à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un collectif obligé de créer et qui, sous l'autorité de celui qui va être appelé le chef d'entreprise, cette réalité historique, elle est menacée par la financiarisation.
Et de fait, le profil des dirigeants tend à s'éloigner du modèle de l'ingénieur vers le modèle du financier, et on va vers l'entreprise actif financier évaluable à tout instant sur les marchés financiers. Non, mais si vous permettez, vous allez beaucoup trop vite là. Parce en passant oui, l'entreprise du 19e siècle aux normes IFRS imposées par le pauvre, il avait 2 minutes pour vous le faites dire. un raccourci. Ce qui me paraît important et ce qui est très utile dans votre réflexion, c'est de considérer que l'entreprise ne doit pas appartenir à une seule personne qui aurait un pouvoir sans contrôle. Le vrai libéralisme du 19e siècle, celui d'Adam Smith, celui de la théorie des sentiments moraux, c'est le fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut, à condition qu'il ne nuise pas à autrui. Or, beaucoup de propriétaires d'entreprises ont considéré qu'au motif qu'ils étaient propriétaires, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et il n'y avait pas de checks and balances, et il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir. Ce dont souffrent tous les systèmes, c'est de l'excès et de l'absence de contre-pouvoir. Et c'est ce dont ont souffert beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés dans les temps récents, puisque c'est le pouvoir de la finance qui a été dominant. Bon. Mais il demeure que, comme on le disait à propos de la démocratie, je ne vois pas d'autre système pour faire avancer les humains que de leur proposer, de leur donner une prospérité qui correspond à l'énergie qu'ils dépensent au travail, parce que finalement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Alors ce qu'il faut, c'est que cette prospérité qu'ils acquièrent à raison de leur travail soit utilisée, soit gérée de façon telle qu'elle ne nuise pas à autrui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'abus. Et dans les rémunérations des dirigeants, par exemple, on a manifestement des excès qui correspondent à des thésaurisations qui sont sans rapport avec la valeur créée. Cela nuit à autrui. Cela nuit de deux manières. D'abord par l'argent qui est prélevé sur autrui parfois, puis aussi par le scandale que ça peut créer pour la cohésion de la société. Et c'est tous ces déséquilibres qu'on doit pourchasser. Mais je pense qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain actionnaire. Augustin de Romanet, je vous remercie. Vous avez eu le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus ce soir. Je l'avais dit, 52 minutes, c'est trop court pour un débat aussi important. La semaine prochaine, vous retrouvez Catherine Escrive, il sera question de famille, et moi dans 15 jours pour parler de la transmission. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Vous avez le droit d'applaudir.